Je pense que l'amour est important pour les humains parce qu'il nous donne le sentiment de ne pas être seul. Personne n'aime vraiment être seul. C'est un sentiment très chouette d'être amoureux, mais c'est aussi très compliqué. Oui, parfois j'ai l'impression de plus rien comprendre à tout ce qui est l'amour, parce que il peut nous faire des crasses, mais il peut nous faire du bien aussi. Quand on trouve la bonne personne. Au début de notre vie, tout nous prépare à devenir fonctionnels en termes de relations, d'amour et de sexualité. Ce n'est pas un sujet aussi simple que ça. L'amour est le moteur de la créativité et celui du changement. L'amour est la principale force motrice de notre vie. Je m'appelle Camilo, j'ai 12 ans et j'habite à Oranienburg. Être amoureux, ça fait très bizarre. La première fois que je suis tombée amoureux, j'avais 5 ans. C'était sur un ferry en Italie. J'ai vu une fille de 20 ans et je me suis sentie très bizarre. J'avais des picotements dans le ventre. Le sentiment amoureux, à proprement parler, est le même dans toutes les cultures. Mais la manière de vivre ce sentiment est très variable. Le plus souvent, la vie amoureuse s'inscrit dans un contexte religieux ou culturel, mais aussi légal. Je m'appelle Michael Schulte-Markwort. Je suis médecin spécialisé en psychiatrie de l'enfance et de l'adolescence. Il n'y a pas de différence réelle entre une amourette et être amoureux. Il y a évidemment une gradation entre le coup de cœur et la passion, mais le terme amourette est souvent une tentative un peu infantile de minimiser ce qu'on ressent. Parce que les premières amours s'accompagnent généralement de beaucoup de pudeur. Je suis Sylvie Thirion, maître de conférence à Aix-Marseille Université. Et ma première histoire d'amour a eu lieu à 15 ans et demi. Alors, l'amour naît dans le cerveau et pourtant de nombreux ressentis dans le corps se manifestent. Le picotement dans les ventres, le cœur qui bat plus vite, la rougeur qui monte aux joues. Cela va être parce que les stimulations cérébrales de ces entrées sensorielles, on voit la personne qui nous attire, par exemple, va venir stimuler les circuits neuronaux qui vont libérer cette hormone bien connue qu'est l'adrénaline. Et cette adrénaline va venir activer tout notre organisme. On peut comparer ça à un orage cérébral avec différentes aires du cerveau, différentes parties, différents réseaux qui vont venir s'activer et engendrer ces papillons dans le ventre si agréables. J'ai encore jamais connu de moment où j'étais pas amoureux. En maternelle, quand j'avais 5 ou 6 ans, j'étais amoureux de 7 filles en même temps. La plupart, c'était des copines de ma grande sœur. Ma première copine, c'était au CM2. Mais elle a rompu et j'ai trouvé ça très bien, parce qu'elle n'arrêtait pas de me vexer. Et je trouve que ça se fait pas. Donc j'ai trouvé que c'était bien qu'elle rompe. L'idée selon laquelle les premières amours n'arrivent qu'à l'âge de la puberté est un mythe. Ça peut varier totalement d'un enfant à l'autre. Il y a des enfants qui tombent amoureux dès la maternelle. Le premier amour est un moment décisif dans une vie. Les adultes ont parfois tendance à le minimiser un peu avec des questions comme « Alors, tu as déjà une petite copine ?» Les réflexions de ce genre s'avèrent souvent dévalorisantes et blessantes parce qu'elles sont en décalage avec l'excitation qu'on ressent et l'importance qu'on donne à ces moments-là. La particularité du premier amour est qu'il s'agit précisément de notre première expérience amoureuse. Comment je l'aperçois? Comment la vivre? Comment entrer en contact avec mon amoureux, mon amoureuse? Et c'est d'autant plus exaltant que c'est un premier pas loin des parents. One more.
Je suis amoureux. Je suis amoureux de ma copine. Elle m'a demandé si j'étais d'accord pour qu'on soit ensemble et j'ai dit oui. Elle est très sympa, intelligente et très jolie. Aucune fille n'a tout ça. C'est pour ça que je l'aime bien. De façon générale, les parents ne devraient pas se mêler des histoires d'amour de leurs enfants. Ce n'est pas leur rôle. Leur rôle est d'encourager leurs enfants à faire leurs propres expériences et de leur faire confiance pour surmonter les moments compliqués. Dans le pire des cas, ils pourront toujours leur venir en aide. Mais se mêler de ça, par exemple en disant à l'enfant « Non, cette fille ou ce garçon n'est pas pour toi », c'est intrusif. Ça va beaucoup trop loin. Je pense à elle pratiquement tout le temps. Sauf quand je fais de la musique ou quand je joue à des jeux vidéo. Mais sinon, je pense à elle tout le temps. Le plus souvent, j'écris sur l'amour et les relations, parce que parfois, ça m'aide à exprimer mes sentiments. C'est un sentiment génial quand tu reçois un beau message qui te donne la confirmation qu'elle t'aime vraiment. C'est une super sensation. Mais si tu lui déclares tes sentiments et qu'elle ne ressent pas la même chose en retour, alors là, c'est super gênant et ça rend très triste. Même les enfants très jeunes se rendent compte que l'amour est un sentiment très intense et qu'il génère une sensation de vulnérabilité. J'ai tout le temps envie de la regarder. Je pense à elle sans arrêt. Je lui fais des dessins, je lui écris des lettres d'amour, etc. Je suis tout feu tout flamme et tout ça me rend vulnérable. Les enfants ont souvent honte de ce genre de choses et ils ne savent pas très bien comment leur entourage va réagir s'ils en parlent. Les premières expériences amoureuses sont extrêmement importantes pour les jeunes. Et il est important que la science essaie de les comprendre. Parce que la manière dont vous vivez cette situation la première fois augure de la manière dont vous la vivrez plus tard. C'est un apprentissage par essai et erreur. Je m'appelle Daphne van de Bongart, je suis professeure associée à l'université Erasme de Rotterdam et je travaille plus particulièrement sur les jeunes et sur la façon dont ils développent leurs relations et leur sexualité au fil de leur vie. Je m'appelle Emma, j'ai 17 ans, je suis déjà tombée plusieurs fois amoureuse et j'ai déjà aussi plusieurs fois vécu des chagrins d'amour et j'en viens actuellement. La puberté est un moment de grand chamboulement et en particulier par les hormones, ce qu'on appelle les hormones sexuelles, qui sont essentiellement la testostérone chez le garçon, les œstrogènes chez la fille, qui vont engendrer tout un tas de modifications corporelles, mais qui vont aussi agir sur le cerveau. La testostérone ou les œstrogènes sont un peu les premiers molécules chimiques qui vont permettre de déclencher ce qu'est le désir ou ce qu'est l'envie de rentrer en contact avec l'autre, l'attirance. La séparation, elle était vraiment soudaine, je ne m'y attendais pas. Au début, je pensais que c'était une blague. Et en fait, elle m'a dit que ça pouvait plus être possible et que... Voilà. Le ghosting, c'est-à-dire le fait de quitter quelqu'un sans le lui dire, sans lui expliquer, sans verbaliser la fin de l'histoire, est très difficile à vivre à n'importe quel âge. Vous n'avez pas eu d'avertissement, vous n'avez pas eu d'explication, et ça vous prive de la possibilité de faire le deuil et de gérer sainement la séparation. C'est très triste. Je pense qu'elle-même, elle ne savait pas.
Et je pense qu'elle est dans le mal et qu'elle n'a pas voulu faire de mal et du coup elle a voulu tout stopper pour... parce que c'était trop. Moi je suis presque tout le temps en colère contre elle parce que je me dis que... pourquoi elle ne l'a pas dit avant? Pourquoi on n'en a pas parlé? Alors que moi je suis ouverte à la discussion tout le temps. Je me suis sentie un peu trahie par... j'ai été trop bête. Le fait d'être amoureux et d'essayer de donner vie à ce sentiment en le déclarant, c'est une forme d'abandon de notre âme. Je me mets intégralement à la disposition de l'autre. Et quand ça se heurte à un refus, ça remet en cause tout mon être, tout ce que je suis. Cette douleur, cette blessure, peuvent conduire à douter énormément de soi-même. Oui, j'ai perdu beaucoup de poids et j'ai plus l'envie que j'avais avant. J'ai plus aucune motivation pour faire des choses. J'aimerais savoir pourquoi ça fait si mal, les chagrins d'amour, pourquoi on souffre autant. Un chagrin d'amour, c'est quelque chose qui va être un manque de tout le bonheur qu'on a pu ressentir pendant cette histoire. Le circuit de la récompense, lorsqu'il était activé par les bons moments, lors des bons moments, engendrait beaucoup de plaisir et il en redemande. On peut presque faire le parallèle avec le manque lorsqu'un drogué arrête de consommer. Et cette douleur ressentie, eh bien, l'adolescent n'a pas encore la capacité de la mettre à distance, de prendre du recul et de réguler ses émotions. D'où la difficulté, quelquefois, à surmonter ses premiers chagrins. Quand on fait des expériences en IRM fonctionnel, où on vient observer l'activité du cerveau, on se rend compte que les zones cérébrales activées lorsque l'on a une douleur physique, eh bien, sont les mêmes lorsque l'on a un chagrin d'amour. Donc la douleur est réellement là. D'un point de vue scientifique, il y a eu des découvertes très intéressantes faites par des collègues de mon département, au laboratoire de l'amour de l'université Erasme, où nous étudions les relations amoureuses. Ils ont découvert que le fait de prendre du paracétamol en cas de douleur physique à la suite d'une rupture peut vraiment aider. Prendre du paracétamol soulage la douleur physique qu'on ressent après une rupture. Il n'y a pas de manière parfaite de rompre. La rupture parfaite, ça n'existe pas, tout comme il n'y a pas de relation parfaite. En revanche, on peut essayer de faire au mieux pour soi-même et pour l'autre pour limiter la douleur lors d'une séparation. Ce qui m'aide généralement, et ce qui m'aide aussi actuellement, c'est beaucoup de musique. Et je pense plus à rien et je vis le moment présent avec mes amis, avec ceux qui comptent pour moi. Je pense tout le temps à elle, partout, et à n'importe quel moment de la journée. Je pense qu'on idéalise beaucoup une personne suite à une rupture amoureuse, à celle qui nous a brisé le cœur. Un chagrin d'amour peut être si douloureux qu'il en devient traumatique, au point que la personne va chercher à éviter toute nouvelle relation. Ou alors elle va s'engager, mais en anticipant un nouvel échec. Elle ne sera plus capable d'envisager une relation durable. Même les adultes ne sont pas toujours bien armés pour faire face à la fin d'une relation amoureuse. Et ce n'est pas surprenant, puisqu'on prépare mal les jeunes à ce genre de situation. Et effectivement, comment pourraient-ils faire face une fois adultes?
La période de développement jusqu'à l'âge adulte est déterminante pour toutes ces questions. Aucune vie d'enfant ou d'adolescent n'est totalement exempte de chagrin d'amour. Ils font partie de la vie. Ils nous apprennent à surmonter les échecs. Ils nous apprennent qu'on ne peut pas séduire tous ceux qu'on aimerait séduire. Les expériences nous apprennent à faire la part des choses. Quel est le ou la partenaire qui me convient? Pourquoi certaines personnes sont-elles agressives envers moi? Pourquoi on me rejette? Ce sont des choses qu'on apprend en faisant ses propres expériences. Les chagrins d'amour et les ruptures font partie de la vie et ils nous rendent plus forts. Je m'appelle Marthe, mon copain s'appelle Timon et on est ensemble depuis 10 mois. Je crois qu'avant lui, je n'avais jamais vraiment été amoureuse. Il y avait beaucoup de gens que j'aimais, mais je n'avais encore jamais ressenti ça. Aujourd'hui, la recherche de l'amour parfait ou du partenaire parfait, de la relation parfaite ou même d'une sexualité parfaite est un objectif important pour de nombreux jeunes. Mais c'est un objectif très difficile à atteindre. L'amour parfait, la relation parfaite, ça signifie qu'il n'y a jamais le moindre problème. Mais en réalité, et notamment d'un point de vue scientifique, l'amour, le couple et les relations sexuelles, c'est du travail. Ce n'est jamais parfait. Et puis, le couple est un travail parce qu'il naît d'une rencontre entre deux personnes, que donc, il implique la recherche constante d'un consensus entre ce que je veux et ce que tu veux. Comment pouvons-nous arriver à un accord sur ce qui sera le mieux pour tous les deux? Le problème de l'idéalisation est qu'on place la barre trop haut, ce qui explique que les relations idéalisées ont tendance à s'effondrer rapidement dès lors que l'idéal est confronté à la réalité. Ça signifie qu'au-delà de l'amour qu'on éprouve, il faut essayer de trouver un moyen de vivre au quotidien avec son ou sa partenaire. On s'est rencontrés début 2022 lors d'une fête avec des amis, ici, dans le village où j'habite. Oui, pendant un moment, il ne s'est rien passé. Enfin, on se voyait, mais personne ne faisait le premier pas. On a attendu relativement longtemps. Au bout d'un moment, on s'est vus régulièrement. On dormait même l'un chez l'autre. Mais ça s'arrêtait là. On passait juste du temps ensemble. Avant le premier baiser, j'étais assez nerveuse parce qu'on avait attendu longtemps. Évidemment, je savais que ça finirait par se passer. Je m'étais même demandé si je pouvais m'y préparer. Puis d'un seul coup, ça s'est fait. Lorsque deux adolescents connaissent leurs premiers émois et que leur corps se rapproche, il va y avoir beaucoup de sens qui vont être stimulés. Le toucher, le goût, si on parle du premier baiser. Et ces activités sensorielles vont venir donc activer différentes zones, dont une zone enfouie au fond de notre cerveau qui est l'amygdale. L'amygdale, c'est un peu le centre des émotions. Cette amygdale, une fois activée, va engendrer la libération d'une neurohormone qui va être libérée. Cette neurohormone est l'ocytocine. Et lors du premier contact physique, lors du premier baiser, eh bien, cette neurohormone va venir être libérée et stimuler ces circuits de la récompense qui engendrent le plaisir. J'ai des amis qui ont des relations physiques avec des gens qui leur plaisent, qu'ils connaissent ou non, qu'ils croisent en soirée. En tout cas, les choses vont nettement plus vite. Et donc, ils n'ont pas compris pourquoi on s'était laissé autant de temps. Mais nous, ça nous convenait comme ça. On avait besoin de ce temps-là.
Beaucoup de jeunes essaient de trouver leur propre voie en se comparant à leurs amis. Ils regardent ce que font leurs copains ou ce que font les autres sur les réseaux sociaux, alors que chaque contexte est totalement différent. C'est un vrai défi pour les jeunes. Et c'est un grand atout quand vous-même et votre partenaire, vous êtes capable de vous autoriser à suivre votre propre voie, à prendre vos propres décisions, indépendamment de ce que font les autres ou de ce que vous pensez qu'ils font, parce que nos impressions ne sont pas toujours exactes. Être capable de ça est très précieux, parce qu'il faut souvent du temps avant d'être prêt physiquement, émotionnellement et cognitivement pour une nouvelle expérience ou une nouvelle étape. J'ai parfois peur de mal faire, surtout pour ce qui touche à la sexualité et à ma relation en général avec Timon. Mais à mon avis, l'incertitude est toujours là, en particulier quand on a peu d'expérience. Et puis, tout le monde fait des erreurs, mais en fin de compte, c'est pas si grave que ça. C'est comme ça qu'on comprend ce que l'autre veut et ce qu'il ne veut pas. Quand il se crispe, quand son visage change d'expression. D'une certaine manière, on sent si ça convient ou pas. Il n'y a pas forcément besoin de communiquer tant que ça. Dans de nombreuses cultures, l'amour et la sexualité sont encore des sujets très tabous, surtout chez les jeunes. Et les tabous, ce n'est jamais très bon, parce que ça veut dire qu'il y a du secret et un manque de communication. Et ça laisse beaucoup de place à la honte et à la culpabilité. Or, la communication est la clé d'un développement sexuel sain et positif. Et si vous n'avez pas appris et pratiqué ça très tôt avec vos parents et avec vos copains, ça vous prive d'un faisceau de compétences très important avec vos partenaires amoureux. Tu crois qu'on mérite encore une chance derrière tes sourires, l'indifférence. Mes parents ne m'ont jamais trop parlé de tout ça. Mais de mon côté, je n'ai jamais posé de questions. C'est gênant en fait sur ces sujets-là. Mais on comprend beaucoup de choses avec les autres ou en surfant sur le net. On fait un peu son éducation soi-même. En fait, c'est gênant que tes parents sachent ce qui se passe dans ta chambre. Je ne crois pas que beaucoup d'enfants abordent ce genre de sujet par eux-mêmes. Malgré toutes les tentatives d'intégrer l'éducation sexuelle au programme scolaire, ce sont des questions qui ne sont toujours pas abordées de manière suffisante. C'est surprenant de voir à quel point les parents ont du mal à parler de sexualité avec leurs enfants, parce qu'ils ne se sentent pas compétents pour le faire. Et donc, de nos jours, l'éducation sexuelle se fait souvent sur les réseaux ou par le biais de contenus pornographiques, ce qui peut mener à une vision très faussée du sexe opposé. Ce type de matériel pornographique a un intérêt éducatif très limité. Mais on voit apparaître une nouvelle forme de pornographie, davantage axée sur la diversité des corps, la positivité corporelle et le plaisir féminin. Et c'est beaucoup plus éducatif. J'ai très peur qu'un jour cette relation s'arrête, parce qu'on partage beaucoup de choses physiquement. Et puis, c'était ma toute première expérience. Quand on se sépare après un certain temps, on peut avoir l'impression de perdre une partie de soi-même. Et quand on a commencé à se projeter ensemble, on se dit que tous les projets sont fichus et qu'il faut tout recommencer à zéro. Dans le vaste domaine de la psychologie de la santé, l'une des découvertes les mieux étayées est que les gens qui ont une vie de couple saine et positive sont en meilleure santé physique, mentale et sociale, et qu'ils vivent également plus longtemps.
Toutes ces expériences de jeunesse nous préparent à notre parcours de vie en matière d'amour, d'intimité et de sexualité. Et à ce niveau, les parents peuvent jouer un rôle déterminant. Ils peuvent préparer leurs enfants en leur apprenant à assumer leurs propres décisions et à conquérir leur autonomie et en leur donnant confiance en eux et dans les décisions qu'ils prendront. Et c'est une chose essentielle pour un développement sain et positif.